Salut tout le monde, bienvenue dans cette première partie. On va parler d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique au machine learning et ensuite de réseaux de neurones au neural network. Alors, vu que cette partie est plus théorique que coding, je vais procéder par des explications écrites, des graphes, des courbes, etc. Donc, je vous préviens, je n'ai pas une très belle main d'écriture vu que je consacre pas assez de temps au dessin et tout ça. Je suis plus dans le coding. Alors, je vais faire de mon mieux pour vous donner des explications claires pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Alors, pour cette vidéo, j'ai opté à utiliser un logiciel appelé Inkspace de Windows, qui est très facile pour moi. Et juste ici en bas, j'ai une tablette graphique qui va me permettre de faire d'écrire, de faire ses courbes, etc. Donc, je vous rappelle encore, c'est très difficile d'utiliser cela parce que c'est ma première fois et tout. Donc, je vais faire quand même mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer cela. Mais j'ai choisi ces outils parce que je pense que c'est la meilleure façon de vous expliquer et de vous faire comprendre ce cours. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle proprement dit? Si vous faites des recherches sur Google, vous allez voir plusieurs définitions qui sont très correctes, mais j'ai noté une définition qui est très facile, qui vous permettra de comprendre très rapidement qu'est-ce que l'intelligence artificielle, et je vais la lire parce qu'elle est juste là à côté pour me rassurer qu'on n'oublie rien. Alors, l'intelligence artificielle, c'est l'effort d'automatisation des tâches intellectuelles normalement effectuées par les êtres humains. Donc, effort d'automatisation des tâches intellectuelles normalement effectuées par les êtres humains. Il s'agit de quoi en réalité? Où est-ce que l'intelligence artificielle commence? L'IA commence à partir du moment où on veut automatiser certaines tâches intellectuelles, certains comportements humains. Si on rentre dans les années 1970, où les premiers scientifiques dans l'informatique se posaient la question, est-ce que la machine peut penser? Cette question pose donc plusieurs problèmes et va définir donc plusieurs niveaux de l'intelligence artificielle, notamment une intelligence artificielle de type simple, une intelligence artificielle de type complexe. Une intelligence artificielle de type simple, c'est une intelligence artificielle basique. Une intelligence artificielle basique, comme à l'époque, où on va définir tout simplement des règles que la machine va suivre pour pouvoir faire certaines tâches. Si on prend par exemple des jeux anciens tels que le tic-tac-toe, le sudoku, etc., c'était des jeux très bien pensés, mais qui n'intégraient aucune notion très compliquée comme on a aujourd'hui, deep learning, etc., réseau de neurones. C'était des jeux qui intégraient juste des algorithmes, certaines règles et qui utilisaient cela pour fonctionner et fonctionner bien. Donc, ces jeux simulaient un certain comportement humain et donnaient l'impression à l'utilisateur qui est en train de jouer, qui est en train d'interagir avec la machine, qu'il interagit avec un cerveau humain. Et ça se passait normalement bien. On avait des jeux tels que Pac-Man, que moi j'ai bien aimé, où on avait un fantôme comme ceci. Voilà, on avait un fantôme et on avait le Pac-Man. Alors, le fantôme allait suivre certains algorithmes et certaines règles pour pouvoir trouver le chemin qui mène au Pac-Man. Ceci n'avait rien à voir avec les notions qu'on a aujourd'hui, telles que le deep learning, etc. Mais c'était tout simplement des algorithmes de base, beaucoup de conditions if, etc. du code pour pouvoir trouver, pour pouvoir simuler, entre guillemets, le cerveau humain, pour pouvoir simuler un comportement humain. Et ça, c'était de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui font de l'intelligence artificielle, mais qui veulent nous convaincre qu'ils ne le font pas, alors que c'est faux. À partir du moment où on cherche à simuler un certain comportement humain, on fait de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a donc de l'intelligence artificielle qui est considérée comme de l'intelligence un peu plus complexe, où on va donc intégrer des notions de neurones, de deep learning, etc., comme on va voir par la suite. Je vais faire un rond, comme ceci. Et là, d'ailleurs, je vais mettre IA. À l'intérieur, je vais faire un autre cercle, comme ceci. Et là, je vais mettre ML ou Machine Learning. Alors, vu qu'on a déjà expliqué c'est quoi l'IA, on a expliqué qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et tout ça. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est que le Machine Learning. Alors, le Machine Learning ou apprentissage automatique est considéré comme la première implémentation d'intelligence artificielle qui nous permet de déterminer des règles. Donc, si vous êtes un fan d'intelligence artificielle, vous avez probablement entendu parler des notions telles que entraînement de mon modèle, entraînement d'intelligence artificielle, données en entrée, données en sortie, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, on avait une façon classique de pouvoir coder des algorithmes. Donc, on passait des règles en entrée avec des données et l'algorithme allait donc nous fournir des résultats. Pour faire de la division de façon digitale, on va d'abord automatiser ou créer un algorithme de division. Ensuite, on va donner deux nombres
pour lesquels on veut obtenir un résultat de division. Ensuite, les algorithmes allaient donc nous fournir un output qui est le résultat de la division. Alors, pour repartir avec le même exemple de la division, c'est dire qu'on va donner en entrée les nombres dont on voudrait avoir la division et donner le résultat et laisser donc l'algorithme trouver les règles qui ont permis d'obtenir ces résultats. Et lorsqu'il va définir l'algorithme de division, on pourra donc utiliser cet algorithme de division dans le futur pour pouvoir trouver d'autres résultats. En d'autres termes, la règle que la machine aura trouvée va donc permettre dans le futur de pouvoir prédire d'autres outputs ou d'autres résultats. Et cette prédiction ne va pas toujours être une prédiction à 100% parfaite parce que si vous essayez de reproduire un comportement, une tâche intellectuelle, c'est normal qu'on fasse des erreurs dans la prédiction de certaines choses. Donc, c'est pour ça que continuellement, on va chercher à améliorer certaines choses, on va chercher à améliorer certains paramètres pour avoir une réponse qui vise une précision de 100%. En conclusion, la grande différence entre le machine learning et l'intelligence artificielle ou les algorithmes d'intelligence artificielle basique, c'est que en machine learning, on va mettre en entrée certaines données et laisser la machine trouver des règles pour nous. Alors que dans l'intelligence artificielle façon basique, on va définir ces règles. Le codeur est obligé de définir des règles. Dans le machine learning, c'est la machine qui va trouver des règles pour nous. Et même si on ne connaît pas véritablement ces règles au départ, la machine va trouver ces règles pour nous à travers d'autres algorithmes de machine learning qui existent déjà. Puisqu'on a parlé d'intelligence artificielle et de machine learning, ça nous permet donc de tomber dans le troisième compartiment que je vais noter NN pour Neural Network. C'est quoi le neural network ou réseau de neurones? Donc, lorsqu'on commence à apprendre de l'intelligence artificielle, on veut commencer par ça parce qu'on a entendu dire que ça fait beaucoup de choses, ça permet de faire beaucoup de choses et ça aide vraiment, etc. Donc, véritablement, c'est quoi le neural network? Le neural network, c'est une forme d'apprentissage automatique ou une forme de machine learning qui utilise les données représentées en couches. Donc, techniquement, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qu'on peut retenir, si on a bien compris les explications sur le machine learning, c'est qu'on a des données en entrée et on a une donnée en sortie et il y a des règles qui permettent d'avoir cette donnée de sortie. Le neural network va être cette forme de machine learning, mais avec des données représentées en couches. Donc, ceci va être considéré comme une première couche et celle-ci va être considérée comme une deuxième couche. Donc, je considère ce réseau de neurones comme un réseau de deux couches. Et là, on a des règles qui permettent de connecter ces deux couches. Et quand on parle de neural network ou de réseau de neurones, on parle de deep learning. Donc, je vais effacer ceci. Et lorsqu'on parle de deep learning, on n'a pas seulement deux couches, mais on peut avoir plusieurs couches. Et quand je dis plusieurs, c'est vraiment plusieurs. Donc, on a là, par exemple, des données, etc. Et là, on va avoir quelque chose comme ceci. Et à la fin, on peut avoir un output. Donc, ça, c'est des inputs, comme on a dit tout à l'heure, et ça, c'est l'output. OK? Et avec le deep learning, cette première couche va venir se connecter à la deuxième couche. Donc, quand elle va venir se connecter à la deuxième couche, cette deuxième couche va se connecter à la troisième couche, etc. Mais ce qui est important à noter, c'est que lorsqu'on passe de cette première couche à cette deuxième couche, il y a beaucoup de changements qui sont faits, notamment via ces connexions qu'on a expliquées tout à l'heure. Ces connexions, c'est un ensemble de règles de deep learning qui existent déjà, qu'on peut modifier via des hyperparamètres ou des widths, etc. C'est des trucs qu'on verra par la fin. Donc, etc. On va pouvoir donc changer de couche, passer d'une couche à une autre, passer d'une couche à une autre pour pouvoir avoir donc le résultat final. Beaucoup de personnes ne comprendront pas cela ou seront peut-être confus, mais c'est normal puisqu'on n'en est qu'au début. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est que le deep learning, c'est tout simplement un réseau de neurones à plusieurs couches. Je pense que c'est la meilleure façon de retenir cela et certaines personnes dans le domaine appellent cela Multi-Stage Information Extraction Process. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai lu cela dans un livre où je l'ai pris quelque part, mais il s'agit de la même chose, il s'agit de deep learning, il s'agit de réseau de neurones à plusieurs couches. En résumé, le deep learning va avoir plusieurs couches au multistage. Le machine learning va avoir deux couches. On va avoir l'entrée et la sortie pour permettre à la machine de pouvoir trouver une règle. Ensuite, l'intelligence artificielle n'a pas nécessairement des couches, n'a pas nécessairement des données en entrée. Ça peut être
de l'algorithme basique, ça peut être aussi du deep learning, ça peut être aussi du machine learning. Alors, pour apporter une précision, tout ce qu'on vient de voir n'est pas un modèle de cerveau parce que la plupart du temps, les gens pensent ou disent que l'intelligence artificielle est une représentation de comment fonctionne le cerveau. C'est faux. Parce qu'on ne sait pas encore réellement comment le cerveau fonctionne. Tout ce qui vient d'être élucidé ici, réseau de neurones par couche, etc., sont juste des inspirations biologiques de comment le cerveau pourrait fonctionner. Donc, de façon cognitive, de comment le cerveau pourrait fonctionner. Ce n'est pas le modèle du cerveau, puisqu'on ne sait pas véritablement comment le cerveau fonctionne, ou on n'a pas encore assez d'informations sur le cerveau pour connaître véritablement son modèle de fonctionnement. Ok, maintenant parlons de données. À travers les explications précédentes, vous avez pu comprendre que les données jouent un rôle très important dans l'implémentation de nos modèles en intelligence artificielle. C'est une key métrique. Donc, je vais prendre un exemple concret qui va nous permettre de comprendre directement comment ces choses-là se manipulent. Donc, on va prendre un exemple académique d'université où on a un diplôme qui passe par 2 semestres. Ensuite, on a une note finale qui nous permet d'avoir le diplôme. Donc, je vais commencer par mettre cela très rapidement. Donc là, on a un premier semestre qui est le semestre 1, comme on a dit. On a un deuxième semestre et on a notre note finale. Donc là, on va avoir notre tableau. Et là, on va mettre 1, 2, 3. Ensuite, on peut avoir donc des crédits que l'étudiant aurait validés. Donc 40, par exemple, 82, etc. Ici, on peut avoir 44 crédits. Ici, on peut avoir 60, 70. Et puis ici, 22. Ici, par exemple, 60 encore. Ici, peut-être 120 crédits, etc. Donc, voilà, on a donc ces données, semestre 1, semestre 2, et ensuite une note finale. Donc, ce qu'on a pu comprendre avec le machine learning, c'est qu'on va donner des paramètres en entrée, notamment le semestre 1 et la sortie, pour donc laisser le soin à la machine de trouver une règle pour pouvoir prédire les données du semestre 2. Généralement, lorsque vous travaillerez dans le domaine, vous allez entendre parler du mot features, qui correspond tout simplement à ces paramètres qu'on donne à l'entrée à notre modèle pour pouvoir donc avoir en sortie quelque chose qu'on appelle label. Donc le label est ce qu'on veut prédire et le feature est ce qu'on met en entrée. Maintenant, je vais continuer à parler des data parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, dans le flot de production d'un modèle, il y a 3 choses qui entrent en jeu. Il y a l'entraînement du modèle, vous avez peut-être entendu parler. Ensuite, il y a le test. Après le test, il y a les corrections du modèle. Donc, dans le premier process, l'entraînement va prendre tout ce que nous avons ici, c'est-à-dire le semestre 1, le semestre 2 et la note finale. Ensuite, dans le test, on ne va pas utiliser de label, on va juste utiliser semestre 1 et final pour pouvoir prédire le label et ensuite corriger à chaque fois, corriger nos hyperparamètres, etc. Donc, vous convenez avec moi que si vous passez des fausses données, tout cela ne marchera pas. Le modèle ne sera pas précis, ça va se tromper. Donc, tout cela a une certaine logique. Les données en entrée, les données finales doivent coïncider d'une certaine façon logique avec les données du semestre 2. Donc, si vous passez de fausses données, vous aurez des problèmes, vous n'aurez pas un très bon modèle. Je sais que c'est un peu trop comme information là maintenant, mais c'est important et on reviendra là-dessus par la suite. Ça me permet donc de passer aux différents types de machine learning qui existent. Il existe 3 types de machine learning: supervised learning ou apprentissage supervisé, unsupervised learning ou apprentissage non supervisé, et reinforcement learning ou apprentissage par renforcement. On va commencer par l'apprentissage supervisé qui est encore appelé supervised learning. Donc, comme on a expliqué plus tôt, on a des features qui vont produire des labels. Donc, dans le flow du supervised learning, on va commencer par passer des features et des labels et laisser le modèle trouver une règle pour produire des labels. À présent, lorsqu'on a déjà notre règle, on va par le futur continuer à passer des features pour pouvoir obtenir d'autres labels. Et c'est là que le supervised learning intervient. C'est là que le supervised learning fait la différence. Parce que si on fait une prédiction, par exemple, sur la couleur d'une tasse de thé et que le modèle nous prédit que la couleur est rouge, on peut revenir superviser le modèle pour lui expliquer en fait que le label que tu as prédit
comme couleur rouge est en fait couleur blanche. Ça va donc permettre au modèle de s'améliorer au fur et à mesure pour être de plus en plus précis. Donc voilà un cas palpable de supervised learning ou apprentissage supervisé. Généralement, les gens ont l'impression que le supervised learning est le type de machine learning le plus facile à implémenter. C'est faux et ça dépend. En fonction des cas, le supervised learning peut avoir des avantages et des inconvénients. Si vous êtes dans un cas de problème où vous avez beaucoup de features et beaucoup d'output aussi concernant ces features, il est conseillé d'utiliser le supervised learning. Si vous êtes dans un cas où le modèle a prédit la couleur d'une tasse étant rouge, le supervised learning va permettre de venir superviser le modèle et dire que la couleur rouge que tu as prédit est actuellement une couleur jaune, c'est pas une couleur rouge. Et ça va donc permettre au modèle de se réajuster, d'apprendre et de devenir encore plus précis. Dans un cas de prédiction de notes, par exemple, si le modèle prédit par exemple 77,5, vous pouvez réajuster le modèle, le superviser pour dire où tu as prédit telle chose, c'est plutôt 70. Et le modèle va continuer à se réajuster pour devenir encore plus précis. Donc voilà le type de cas où le supervised learning prend tout son sens. Donc en gros, avec le supervised learning, on a des features et on a des outputs ou labels. On va trouver une règle pour pouvoir prédire ces outputs qu'on va utiliser dans le futur pour continuer à prédire des outputs. Et en cas d'erreur, on pourra superviser le modèle pour le réadapter, pour le réajuster et pour augmenter la précision de notre modèle. Le supervised learning prend tout son sens et est très important lorsque on a plusieurs données, features, et on a aussi ces outputs qu'on peut utiliser pour faire des réajustements. En cas où on n'a pas tous ces outputs, qu'est-ce qu'on fait? On passe au unsupervised learning. Donc, je vais donc effacer le supervised learning et passer au unsupervised learning. Le unsupervised learning, c'est quand on n'a pas ces données en sortie. Et on veut quand même que le modèle puisse trouver une certaine logique entre nos différentes données. Et là, par opposition, le unsupervised learning peut déjà être clair. On peut déjà comprendre que le unsupervised learning, c'est quand nous n'avons pas les données en sortie ou les outputs. On a juste nos features. Donc, on va considérer le cas où on a des features à deux dimensions. Donc, X, par exemple, Y, là, deux axes. On a des features à deux dimensions. Je vais mettre là X, Y. Et on va représenter certaines données. Imaginons que nous avons des features que nous ne connaissons pas nécessairement. Donc là, je pourrais dire que ça, c'est une certaine forme peut-être d'orange. Et là, nous avons par exemple des pommes. Désolé si je dessine mal. Donc, et là, nous avons par exemple des bananes. Voilà, des bananes. Ce qu'on voudrait, c'est que le modèle puisse donner des outputs. Même si on ne connaît pas comment il va faire pour donner des outputs, on s'en fout. On veut juste que le modèle puisse nous donner des outputs. Donc, il va trouver une certaine logique qui va lui permettre de segmenter nos données et de pouvoir déterminer que ça, c'est un type de données précis, ça, c'est un autre type de données, et ça, même si c'est proche de ceci, c'est un autre type de données. Et ainsi, dans le futur, si on passe un autre feature, c'est-à-dire un autre type de données, il pourra donc facilement augmenter cet orange au groupe des oranges. Dans un supervised learning, on a des features et on n'a pas d'output, on n'a pas de label. On veut trouver quand même une règle qui nous permet de segmenter nos features pour pouvoir déterminer des outputs, pour pouvoir déterminer des labels. Et ceci sans pour autant connaître nécessairement la nature de nos features. Donc, dans cet exemple, nous connaissons la nature de nos features, banane, orange et pomme. Mais dans un exemple réel, on ne connaît pas nécessairement la nature de ces features. On va donc terminer directement avec le dernier type de machine learning qui est l'apprentissage par renforcement. Alors, le reinforcement learning ou apprentissage par renforcement. Pour moi, il s'agit là du type de machine learning le plus cool qui a été pensé par Richard Sutton, un Canadien. Et ce type de machine learning permet d'arriver à un résultat sans passer de données en entrée. Donc, pour expliquer ce type de machine learning, on va prendre un exemple concret. Donc là, on a un joueur et on a un terrain. L'objectif du jeu étant d'atteindre ce drapeau. Et ensuite, on a tout ceci qui est considéré comme l'environnement du jeu. Le joueur sera considéré ici comme étant l'agent
Et là, nous avons le but, atteindre le drapeau. À un certain moment, tout va être enregistré et il va avoir un autre paramètre qui est appelé la récompense. Et on va laisser donc le modèle trouver une sorte de route, une sorte de voie pour arriver au drapeau, pour pouvoir réaliser le but du jeu. Donc, si par exemple, le modèle fait un déplacement qui va dans le sens du drapeau, on va ajouter une récompense de plus 1. S'il va encore plus, on va ajouter plus 1. S'il va encore plus, on peut ajouter plus 2, etc. jusqu'à ce que le but soit atteint. Mais si à un autre moment du jeu, le modèle décide de faire un pas qui ne va pas dans le sens du drapeau, un pas en arrière, on va soustraire la récompense, on va enlever un point. Donc, il va comprendre de lui-même que, voilà, pour que je puisse atteindre le but du jeu, pour que je puisse atteindre le maximum de récompenses, il faudrait que j'aille plutôt dans le sens opposé où on me donnait les plus 1. Et c'est comme ça qu'il va apprendre tout seul et trouver la route et enfin arriver au drapeau. Alors, vous pouvez voir que ce modèle est très fun et il n'a pas besoin de données en entrée, mais on peut obtenir un résultat. Et ce type de machine learning est plus utilisé dans les jeux vidéo, dans la robotique, etc. Donc, il permet tout simplement, sans donner à notre agent, de pouvoir explorer un certain espace à son environnement. Et en fonction des pas qu'il va faire, on peut donner une certaine récompense ou pas. Donc voilà, on a pu couvrir ces trois types de machine learning qui sont le supervised learning, l'unsupervised learning et le reinforcement learning que nous allons implémenter durant la suite de ce cours. L'objectif de ce module était d'expliquer de façon théorique et de façon générale qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, les différents types de machine learning, les données, etc. Donc je pense que j'ai fait de mon mieux pour expliquer tous ces concepts de façon basique et facile possible. Donc, si vous n'avez pas compris certaines notions, ce n'est pas un problème. Au fur et à mesure que nous allons développer dans les modules, nous pourrons comprendre très rapidement à quoi cela référait. Donc, dans le module qui va suivre, on va commencer avec TensorFlow. On va commencer par voir qu'est-ce que TensorFlow, déjà comment fonctionne TensorFlow et comment on l'utilise au quotidien pour pouvoir encore par la suite implémenter de vrais algorithmes et créer nos propres modèles. Donc, je vous dis à la prochaine.